Alors juste un petit mot d'introduction. Comme vous le savez sans doute, cette année, la France accueillera la COP 21, c'est-à-dire la conférence des parties qui rassemblera plus de 196 pays, de nombreuses ONG, des intervenants de la société laïque, etc. Enfin, ça va être une grande manifestation dont nous parlera en détail le sénateur André Gattolin. Et à cette occasion, donc, il est question que les pays négocient un accord international contraignant, exigeant. On verra que ça a ses limites. Et donc normalement, quand il est question de thèmes comme ça, le Tibet devrait être au cœur de cet événement, ce qui ne sera pas le cas évidemment. Il sera question beaucoup de la Chine, mais nous allons voir pourquoi il faudrait parler de façon un peu plus spécifique du Tibet avec nos intervenants que Alain Wang va commencer à présenter. Je vais commencer par le sénateur André Gattolin. Je te tutoie parce qu'hier on s'est tutoyé, hein, on va pas. Donc tu es membre du mouvement européen et aussi tu participes bien sûr à l'aventure d'Europe Écologie Les Verts depuis très longtemps maintenant. Donc tu es très impliqué, on va dire, sur le plan environnemental. Donc je pense que ton éclairage sur ce qui se passe par rapport à ce troisième pôle dont tu vas définir tout à l'heure ce qu'il est véritablement va être très intéressant. Tu es aussi donc membre du groupe écologie du Sénat, membre du comité, alors on dit groupe d'études du Tibet ou questions du Tibet parce que ça dépend des... Groupe d'études internationales sur le Tibet. Sur le Tibet, voilà. Et donc vice-président de la Commission des Affaires européennes et de la Commission des Finances. Donc on aura un éclairage intéressant aussi sur ces aspects-là. Alors Marie Osman, qu'on ne présente plus, qui est une grande spécialiste de la Chine. Enfin, on la présente quand même un peu pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Marie, vous êtes sinologue, donc spécialiste de la Chine contemporaine, présidente de l'association Solidarité Chine, créée après la répression au Tibet, le massacre de Tiananmen en 1989. Et fin octobre 2010, vous avez créé avec différentes personnes, donc une collection qui s'appelle la collection des moutons noirs aux éditions François Bourrin. Je suppose que c'est une collection qui porte bien son nom, les moutons noirs, et un côté un peu rebelle qui vous convient tout à fait. Et vous avez rejoint donc Books Édition à l'automne 2013, dernière publication Dieu est rouge par Liao Yiwu. Et donc à côté de moi on a un spécialiste en occupation des sols, en architecture, en génie civil à l'université de Dortmund, Monsieur Wang Weilo, qui est venu spécialement pour cette table ronde. Il est expert aussi en occupation des sols et en cartographie, diplômé de l'université de Nankin. Il a une maîtrise en développement urbain et rural. Il a obtenu un master et un doctorat d'ingénieur en Allemagne. Et il a surtout participé aux études de faisabilité du barrage des Trois Gorges dans les années 80. Donc on parlera beaucoup de barrages tout à l'heure. Il pourra nous donner certainement son éclairage sur ce qui se passe justement sur ces barrages au Tibet. Parce que c'est quand même intéressant de savoir pourquoi et comment et leur devenir surtout. Et donc aujourd'hui, en ce moment, il travaille en Allemagne. Voilà. Alors, général Alain Lamballe, vous êtes général de brigade de réserve. Alors, est-ce qu'on vous appelle général ou... De réserve. On est en deuxième section, comme on dit, c'est-à-dire que nous ne sommes plus en activité, mais on peut être appelé tout le monde. Alors, vous avez un micro, normalement, je vais voir avec... Ah. Alors, je vais vous présenter quand même brièvement. Donc, vous avez fait Saint-Cyr, vous êtes docteur en sociologie politique, diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Vous avez appris le chinois ? Non, j'ai pas appris le chinois. Non? Qu'est-ce que vous avez appris alors à l'INALCO? J'ai appris l'hindi et l'ourdou. Ah oui. Et plus tard le hongrois. Oh ben c'est pas mal quand même. Alors, vous êtes diplômé de l'université de Delhi en Inde, justement. Enfin, vous avez beaucoup de diplômes, donc je vais faire un peu court. Et vous avez publié également de très nombreux livres et vous êtes président de l'association Asie et Moyen-Orient, de l'Institut des hautes études de défense nationale. Excusez-moi d'avoir un peu réduit votre CV. Je crois que la première question, parce qu'on a beaucoup parlé hier sur l'idée de qu'est-ce que c'est véritablement cette idée de troisième pôle. Parce qu'on connaît bien le pôle Nord, le pôle Sud, et soudainement le Tibet est devenu le troisième pôle, et donc tu voulais préciser certaines choses avant de commencer.
Oui, alors la notion de troisième pôle, c'est une formule qui est utilisée depuis plusieurs années, notamment par Sa Sainteté le Dalai Lama, pour qualifier l'importance écologique du Tibet, du plateau tibétain et de la chaîne himalayenne dans l'ensemble du système climatique et des ressources de la planète. Alors, effectivement, il se trouve par ailleurs que je suis rapporteur au Sénat sur les questions polaires, arctiques et antarctiques, et que à ce titre-là, j'ai publié l'an passé 2 rapports, notamment sur la situation géostratégique de l'Arctique, et que je suis de près effectivement ces questions-là qui sont intimement liées à l'évolution du climat, puisque nous avons en fait dans notre planète bleue, parce que je le rappelle, elle est couverte à 72% d'eau, nous avons une géodynamique qui est entre les 2 pôles froids et la partie chaude qui entoure les zones tropicales, qui constitue un équilibre particulier qui fait que la vie, le climat, alors parfois extrême dans certaines zones, mais globalement avec des zones fortement tempérées au nord et au sud de la planète, est tenu en équilibre par le fait que nous avons 2 pôles froids qui servent de courant circulatoire, ce qu'on appelle les jet streams, qui tournent autour, du cercle polaire et qui contrecarrent les vents dominants qui partent de l'équateur et les vents tropicaux qui, eux, sont des vents chauds et qui sont verticaux. Et tout l'espace compris entre le jet stream et ces courants tropicaux permet d'établir des zones tempérées que l'on connaît bien en Europe et en France particulièrement, mais dans toute une partie des États-Unis. Alors il y a d'autres éléments qui entrent en compte, la continentalité, l'altitude, mais tout ça crée un équilibre global de la planète qui fait que dès que nous avons nos pôles qui commencent et nos zones froides qui commencent à fondre, à perdre en température, ce qui est le cas actuellement, nous avons des dérèglements des courants aériens, je ne parle même pas des courants maritimes, mais surtout des courants aériens et le jet stream, et c'est ce qu'on appelle notamment l'effet vortex polaire. C'est ce qu'on a vu par 2 fois ces dernières années, où on a des températures polaires qui se décalent, qui descendent sur tout le Canada et parfois sur le milieu des États-Unis, pour atteindre des températures en hiver de moins 40, moins 50 degrés. Alors, quand on parle de changement climatique, il faut savoir c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Maintenant, depuis plus d'une vingtaine d'années, nous avons un groupement international de chercheurs sur le climat, le GIEC, qui essayent de comprendre les évolutions. Ils essayent d'abord de comprendre une chose, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est compliqué parce que c'est un réchauffement global, mais ça passe par des perturbations climatiques qui font que certaines zones traditionnellement chaudes ou tempérées peuvent être aussi exceptionnellement froides. C'est plutôt un dérèglement climatique. Et peut-être, avant de parler du 3e pôle, c'est tout l'enjeu du sommet qui se tiendra à Paris, la fameuse COP 21, ce sommet sous l'égide de l'ONU, accueilli par la France. J'accompagnais il y a quelques mois le président de la République au Canada et il disait: nous avons l'honneur en France d'accueillir le grand sommet sur le changement climatique. Et avec un peu d'ironie, il disait d'ailleurs, nous n'avons pas eu de problème parce que nous étions les seuls candidats. Parce que dès qu'il s'agit de faire de mettre en jeu le bien commun, l'intérêt planétaire, on se rend compte que tous les égoïsmes nationaux, tous les conflits géostratégiques latents ou affirmés se révèlent et font que derrière des discours d'approbation, de prise de conscience unanime, se trament des non-décisions ou des décisions contradictoires prises par les uns ou par les autres. Et donc, oui. Oui, alors moi j'ai quand même une question pour que tout le monde arrive à suivre et se sente concerné, oui. Parce que c'est très complexe. Oui. Avant que tu nous expliques ce qu'est le 3e pôle, oui. Le changement climatique, on en est tous responsables. C'est dû aux gaz à effet de serre notamment, que nous oui. fabriquons tous depuis ce que l'on donne comme référence l'ère industrielle.
Alors, depuis l'ère industrielle, c'est aussi la période où on dispose de mesures climatiques, mais un travail d'historien a été fait, et puis sur les travaux des glaciologues notamment, parce que les glaciers, et on en reparlera, les glaciers himalayens sont des sources absolument incroyables de marqueurs. Pire encore, la banquise ou les inlandis, c'est-à-dire les banquises, les couches de glace qui, par exemple, au Groenland ou en Antarctique peuvent atteindre 2000 ou 3000 mètres d'épaisseur, nous donnent aussi une histoire du climat. Donc aujourd'hui, on sait à peu près où on en est clairement sur l'évolution, et c'est vrai que depuis l'ère industrielle, depuis 2 siècles, on voit une corrélation entre le développement de l'activité industrielle humaine, et notamment l'émission à travers l'industrie et l'utilisation des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz ou d'autres, ou le bois même, brûlé. On se rend compte effectivement qu'il y a une corrélation très forte entre le développement de cette activité humaine et le réchauffement climatique global moyen de la planète. Alors pendant des années, ça continuait encore il y a quelques années, un certain nombre de gens disaient mais oui, mais c'est ce qu'on appelle les climato-sceptiques. C'est des gens qui ne niaient pas la réalité des chiffres, mais qui disaient attention, c'est quelque chose de naturel. Il y a eu des cycles de réchauffement et de refroidissement naturel sur toute la planète. Aujourd'hui, les études, notamment les travaux du GIEC, mais bien au-delà, montrent qu'il y a un lien évident entre l'activité humaine et le fait que ce changement climatique est un lien, donc on dit anthropique, qui est lié aux hommes. Ce qui n'est pas évident, alors ça c'est admis globalement dans la plupart des pays depuis 15-20 ans, mais j'ai souvenir il y a 3 ou 4 ans quand je préparais une intervention du même type sur la situation du plateau tibétain, je lisais certains travaux de chercheurs chinois officiels qui niaient encore les causes anthropiques et qui disaient oui, les glaciers de l'Himalaya fondent, mais en fait on a des mesures qui montrent que certains glaciers ne fondent pas, voire même qui se seraient allongés. Donc il y a eu pendant longtemps cette dénégation. C'est plus le cas depuis 2 ou 3 ans. Alors ce 3e pôle, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça nous concerne? Le 3e pôle, parce que on est dans une zone, effectivement, hormis les 2 zones polaires, pôle sud et pôle nord, Arctique et Antarctique, le plateau tibétain, et par sa configuration spéciale, et en particulier son altitude, je rappelle que l'altitude moyenne sur le plateau tibétain est de 4500 mètres, avec des chaînes montagneuses, celles de l'Himalaya notamment, qui détiennent énormément de glaciers, et c'est la 3e zone, le 3e espace glacé de la planète après les 2 pôles, et qui joue un rôle notamment de régulation, pas à lui seul, mais en partie de la mousson, de l'évolution des vents, et puis l'autre aspect, c'est tout ce qui est les conséquences hydrauliques de ces glaciers, puisque ces glaciers alimentent des rivières et que les grands fleuves asiatiques, la plupart des grands fleuves asiatiques, trouvent leur naissance sur le plateau tibétain, mais aussi leur alimentation en eau par la fonte des glaciers, mais la fonte régulière des glaciers, et aussi par la pluviosité. Et donc, c'est exagéré de dire que c'est un 3e pôle. Alors les glaciologues ou les spécialistes des pôles disent on abuse un petit peu, mais la réalité, c'est que en termes de ressources hydrauliques et ce qu'on appelle de réserves d'eau potable disponibles, c'est effectivement sans doute le plateau tibétain est à la fois la plus grande réserve d'eau douce disponible stratégique. Parce que bien sûr, de l'eau douce, vous en avez énormément au Brésil, vous en avez énormément dans d'autres pays. Simplement, ils n'ont pas vocation à alimenter une population aussi importante que celle de l'Asie, c'est-à-dire 1,5 milliard de personnes, pratiquement 1/5 de l'humanité qui dépend de l'évolution de ces cours d'eau qui prennent leur naissance dans le climat particulier du plateau tibétain. Juste une question de béotien. Le pôle Nord et le pôle Sud, ce sont donc pas de l'eau douce? Ou c'est de l'eau douce? Si, c'est de l'eau douce, mais c'est de l'eau douce qu'on appelle non disponible. C'est-à-dire, dans la mesure où, enfin, vous pouvez toujours essayer de déplacer des glaciers, il y a des icebergs qui se déplacent tout seuls, et il y en a de plus en plus. Mais disons que cette eau douce ne provoque pas des rivières, elles ont tendance à fondre dans l'océan. Moi, j'étais en septembre dernier à Ilulissat, c'est le Jakobshavn, c'est le 2e plus grand glacier de la planète, après un glacier de l'Antarctique. C'est le plus grand glacier
glaciers de l'hémisphère nord. On voit son recul, d'ailleurs il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on voit son recul au cours des 30 dernières années est supérieur à tout ce qu'on a connu pendant les 5 siècles précédents. Mais simplement cette eau va se mélanger avec l'eau salée de la mer, donc il n'est pas une ressource utilisable, disponible en tant qu'eau douce et eau entre guillemets potable. Alors, vous parlez de géostratégie, géopolitique. Le général à côté de moi a envie de réagir tout de suite, j'ai vu. Bah, écoutez, simplement peut-être apporter quelques précisions à ce qui a été dit. Vous avez eu tout à fait raison de souligner que le plateau du Tibet est le 3e endroit du monde où l'on trouve de l'eau douce. C'est un véritable château d'eau en réalité, château d'eau pour la Chine elle-même, puisque les grands fleuves, le fleuve jaune et le fleuve bleu, naissent au Tibet ou sur ses franges, et il y a des très grands fleuves asiatiques qui prennent leur source au Tibet ou dans l'Himalaya. Himalaya, d'ailleurs, en hindi, en sanskrit, veut dire demeure des neiges. Him, c'est la neige, et Alae, c'est la demeure. Donc, il faut le savoir, demeure des neiges. Donc, c'est un véritable château d'eau indispensable à la Chine, qui a d'autres châteaux d'eau, l'Altaï notamment, mais enfin, le plateau du Tibet est beaucoup plus important. Château d'eau également pour l'Asie du Sud-Est, puisque c'est au Tibet que naît également le Mekong. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis évidemment, les grands fleuves qui arrosent l'Asie du Sud, le Gange, l'Indus et différents affluents de ces grands fleuves. Et le Brahmapoutre, évidemment, dont on parlera peut-être plus tard. On peut peut-être poser la question à M. Wang Weilo pour savoir quelle est justement l'importance de ce château d'eau tibétain pour la Chine. Il faut parler. Ouais, 这样就这么说，可以。要我说就是这么说。那个中国其实。Hello， 那个中国的水库，在1949年以前，可以说中国人不会造水库。中国当时只有20多座水库，而且还是日本人在2战的时候在伪满洲国造的。到现在为止，到80年代的时候，中国有了世界上1半的水库。那么。On peut dire que jusqu'en 1949, les Chinois n'avaient pas besoin de barrages, de réserves d'eau, et qu'il y avait peut-être qu'une dizaine de barrages et de lacs de retenue qui avaient d'ailleurs été construits par les Japonais. En 1980, dans les années 80, la moitié des réservoirs du monde se trouvaient en Chine. 那么可以说，中国的这个70%的这个水利资源。在西藏高原和西藏高原的边缘地区。Et 70% de cette eau disponible donc, se trouve soit sur les hauts plateaux tibétains, soit sur les régions avoisinantes du Tibet. 那么东部地区呢，只有30%的水利资源。那么到现在为止，东部地区的30%和在西藏地区的边缘的40%的水利资源呢，就基本上已经开采完了，剩下的还有30%的这个水利资源呢，就在西藏自治区的这个范围里面。Alors on peut dire qu'à l'heure actuelle, on peut dire qu'elles se sont attaquées aux 6 cours d'eau qui partent du sommet du Tibet. 那么我本来是在我的计算机里带来了一些图，就是在西藏的这些喜马拉雅那个雅鲁藏布江的干流，还是在湄公河的上游，还是在金沙江的下游，以及在怒江的上游，在西藏范围内要建造的水库，基本上的概念就是说，每一条河流上的主干流上，基本上要造20座左右的水库。Et donc je vous avais apporté des images sur mon ordinateur où vous auriez pu voir sur la partie chinoise donc des fleuves qui deviennent ensuite Mekong, Brahmapoutre, Grand Gange, etc., Yangtze, fleuve jaune, que sur chacune de ces branches, il y a au moins 20 retenues ou 20 barrages ou 20 constructions pour utiliser l'eau de ces cours d'eau. 那么比较那个就是现实的呢，就是
在雅鲁藏布江干流上去年就完工的藏木大坝。Et l'année dernière, donc, on a eu ce grand barrage sur le fleuve Yalu qui a été terminé. 这是5座大坝中的一座，就是在40公里的这个河流长的这个范围之内，中国要建5座大坝。Donc c'est le premier des grands projets qui vient d'être réalisé et qui est réalisé sur une zone de 40 km où on pense encore faire 4 autres grosses constructions. 那么建大坝的主要的目的是什么呢？它建大坝的目的并不是要满足西藏人民的这个生活的用电，因为西藏并不缺少其他的能源资源。Alors à quoi ça sert toutes ces constructions? Évidemment, c'est pas pour subvenir aux besoins des Tibétains qui ne manquent pas d'eau et qui, grosso modo, ont tout ce qu'il faut pour leur vie quotidienne. 那么它的最主要的那个目的呢，第一是为了电力东送，向东部地区输送。Donc le premier but, bien sûr, c'est de produire de l'électricité qui sera ensuite évacuée vers l'est du pays. 那么第二个目的呢，就是为了开发当地的矿产资源。Et c'est aussi pour soutenir les travaux d'extraction minière dans la région du Tibet. 那么我在这里举一个例子，就是叫果多水电站。果多水电站呢是在湄公河上游，就是中国所说的这个澜沧江的上游的一座水电站。果多是一个地名。Et il y a un exemple que je peux vous donner donc d'une énorme centrale hydrothermique qui se trouve à Guoduo. 那么它的建造，果多在那个西藏的，在西藏的这个靠近西昌的那个地方的，靠近昌湖，以前叫昌湖的地方，就是以前的。C'est dans la partie orientale du Tibet. 那么它的就是离它不远的地方就是亚洲第2大铜矿的基地，叫玉龙铜矿。Et c'est tout près des mines de cuivre de Yulor. 那么它的发电的主要的目的呢，就是为这个铜矿呢的开发呢提供。Donc c'est clair qu'on a créé cette centrale hydrothermique dans le but de travailler dans cette énorme mine de cuivre. 就是说这个，当然中国还有一个最大的一个希望，就是说它这个希望就是在雅鲁藏布江的这个大拐弯的地方建造一个绝对的世界上最大的一个水电站。Alors on sait que les Chinois ont ce rêve de construire une immense barrage qui serait un des 5 plus grands barrages du monde dans le cours du Brahmaputra, là, juste avant qu'ils quittent le Tibet pour descendre vers l'Inde. 三峡大坝虽然是世界上最大的这个水电站，但是呢，中国的工程师好像还很不甘心的。On sait que le barrage des Trois Gorges en Chine est à l'heure actuelle la plus grande centrale hydrothermique du monde, mais on n'est pas rassuré quant aux idées, aux projets qui sont prévus pour ce nouveau barrage. Monsieur Wang Guoelu, je vais donner 30 secondes la parole au général qui veut réagir. Ce qu'on voit en fait, c'est que la construction de ces barrages énormes, colossaux, ça va poser des problèmes avec l'Inde notamment, mais avec d'autres régions, puisque ça les prive d'eau. Oui, alors bien sûr. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais apporter quelques précisions en ce qui concerne l'eau en Chine elle-même. Globalement, il manque d'eau dans le nord de la Chine. Il y en a dans le sud. Donc il faut transférer l'eau du sud vers le nord. Et il y a des projets colossaux qui sont en cours. 2 d'ailleurs sur les 3 ont été réalisés. Il s'agit de transférer de l'eau depuis le Yangtze-Kiang jusque dans la région de Pékin et dans tout le nord de la Chine. Il y a un tracé à l'est, donc près de l'embouchure du Yangtze-Kiang,
qui épouse en fait le tracé d'un ancien canal construit il y a de très nombreux siècles, que j'ai vu il y a 2 ans dans la région sud. Il y a un tracé médian, donc dans la partie médiane du Yangtze-Kiang, qui file également vers le nord, qui passe sous le fleuve Bleu. Et puis il y a un tracé plus... Ces deux projets, donc à l'est et au centre, sont déjà réalisés depuis peu de temps pour le trajet central. Donc l'eau maintenant va du sud vers le nord. Le projet le plus à l'ouest, qui est donc près des sources du fleuve Yangtze-Kiang, pose de nombreux problèmes. J'ai discuté de ce problème avec des chercheurs chinois à Chengdu lorsque je me suis rendu là-bas il y a 2 ans. Et les chercheurs chinois, globalement, discutent entre eux de manière extrêmement libre. Ils ne peuvent pas le faire à l'extérieur de leur enceinte universitaire, mais ils le font entre eux. Ils sont tout à fait opposés, les chercheurs chinois, les universitaires chinois, les ingénieurs, tout à fait opposés à ce transfert par les sources du Yangtze-Kiang vers le nord. Donc je pense que ce 3e canal du sud vers le nord ne se réalisera pas. De toute façon, ce transfert d'eau est insuffisant maintenant, et j'en arrive au Tibet. Comme l'eau ne suffira pas à partir du Yangtze-Kiang, il est envisagé effectivement, comme vous l'avez souligné, de construire un énorme barrage là où le Brahmaputra change de cap pour se diriger vers l'Arunachal Pradesh, la province indienne et l'Assam. À vrai dire, Pékin dit qu'il n'a pas l'intention de construire ce barrage, de transférer de l'eau, ce qui poserait des problèmes financiers, techniques, écologiques considérables. Oui, mais ils veulent le faire en réalité. Je crois que ça ne se fera pas, personnellement. Mais l'Inde le refuse. Alors là, on aborde la question que vous m'avez posée, les problèmes internationaux. Comme la Chine possède des fleuves qui coulent à l'extérieur de sa frontière, bien évidemment, il y a des problèmes qui se posent avec les pays en aval. Or, la Chine ne veut pas discuter de ces problèmes avec les pays en aval, que ce soit d'ailleurs au sud de l'Himalaya ou que ce soit vers le nord, en Asie centrale, par exemple. La Chine accepte de discuter pour échanger des données en matière hydraulique. Par exemple, la Chine prévient l'Inde lorsqu'il y a des risques d'inondation pendant les moussons, mais ça ne va pas au-delà. En ce qui concerne le partage de l'eau, il n'y a pas du tout d'accord. Il n'y a pas de discussion au niveau régional, il n'y a pas de discussion au niveau bilatéral non plus. La Chine préfère d'ailleurs de discuter d'une manière bilatérale avec chacun des pays pour éviter une coalition évidemment contre elle éventuelle. Alors ce qui est important de souligner, c'est que la Chine s'est opposée à la signature de la Convention des Nations Unies de 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. C'est un texte fondamental. 3 pays se sont opposés à cette convention, la Chine, dont on parle, le Burundi et la Turquie. Et on comprend très bien pourquoi. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que la Chine ne veut pas discuter du tout de ces problèmes d'eau. Elle ne le dit pas, elle le discute au point de vue, encore une fois, échange d'informations sur le débit, mais pas en ce qui concerne le partage d'eau. Donc pas d'accord. On reviendra dessus. Peut-être poser une question à Marie sur le plan justement de la position de la Chine par rapport à ces problèmes de changement climatique, d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience quand même du gouvernement chinois et des Chinois en général? Alors, par rapport au changement climatique, la prise de conscience, elle est certaine parce qu'elle est quotidienne. Maintenant, tous les Chinois sont exposés aux conséquences du changement climatique. Et évidemment, le premier problème, c'est la pollution. Alors, on a eu des phénomènes qu'on appelle airpocalypse à Pékin en particulier en 2013, mais ces phénomènes ont commencé par toucher tout le nord-est de la Chine, puis tout le nord et le centre, et maintenant descendent vers le sud, vers Shanghai et encore plus au sud. Donc, les phénomènes de pollution de l'air, les phénomènes de pénurie d'eau dans tout le nord de la Chine, les phénomènes de pollution de l'eau, parce que ça évidemment c'est un des éléments les plus dramatiques, comme vient de dire le général, l'eau du sud est en train de monter vers le nord, mais quand les nordistes reçoivent l'eau, ils disent on reçoit de l'eau polluée. Donc il faut aussi voir cet élément-là, il ne s'agit pas seulement de transporter de l'eau, mais au moins que ce soit de l'eau utilisable et non dangereuse. Donc la prise de conscience de ce côté-là, elle est évidente et inévitable. Mais il s'est passé là en 2015 un petit incident qui est très intéressant. Une certaine Madame Chai Jing, qui était autrefois présentatrice de télévision, a fait un documentaire extraordinaire qui s'appelle Sous le dôme. Et ce documentaire a été vu 100 millions de fois en 2 jours. Et évidemment, essentiellement par des Chinois. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le film a pu être vu, puis il a été censuré. Et encore plus intéressant, le nouveau ministre du climat, de l'environnement, qui venait d'être nommé,
a commencé par être très enthousiaste et il a même envoyé un SMS à Chai Jing pour la féliciter de son excellent travail. Et puis 3 jours après, il a été interviewé par des journalistes qui ont dit alors vous êtes derrière tout ça ou vous soutenez tout ça? Et là, il n'a plus voulu répondre. Donc, on voit que, et on imagine bien que Chai Jing n'a pas pu faire ce formidable travail, remarquable travail, toute seule. Il a fallu qu'elle ait des gens derrière, non pas qui la financent, parce qu'elle est assez connue, je crois, pour se financer toute seule, mais qui acceptent que les fonctionnaires, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sont exprimés, et ce qui était intéressant dans ce documentaire, c'est que les fonctionnaires disent tous très très bien, et avec des anecdotes différentes, que le vrai problème n'est pas le problème à la limite de l'eau, de l'air, etc., mais le problème de l'application de la loi. C'est-à-dire que chaque fois qu'un entrepreneur ouvre une usine, eh bien, il est censé obtenir un petit tampon disant que son usine correspond aux normes environnementales locales ou nationales ou internationales. Et elle interviewe un petit patron, elle lui dit « Alors, vous avez obtenu votre tampon ?» Il dit « Non, pas encore. Mais votre usine fonctionne déjà ?»« Bah oui, ça fonctionne déjà. » Bah alors, et votre tampon? Il dit « Oh, je l'aurai bientôt. » Il dit « Qu'est-ce que ça veut dire, je l'aurai bientôt ?» Alors il sourit, il dit « Man lai, ça va venir, ça va venir. » C'est la corruption. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas encore eu le temps de payer tout ce qu'il fallait pour obtenir son tampon, mais il va l'avoir. Et à travers tout le film, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que, pour le moment, il n'y a pas de frein à l'appétit des entrepreneurs, à l'appétit de produire plus vite et donc de polluer plus vite, et aucune restreinte pour le moment possible. Alors Marie, j'ai lu il y a un article là il y a quelques jours disant que la loi maintenant punissait sévèrement les pollueurs, d'autant plus que 60% des nappes phréatiques et plus de la moitié des grands lacs d'eau douce étaient pollués. Donc en fait la loi ne fait rien. Je ne sais pas, les choses évoluent toujours très vite en Chine. Donc il est possible qu'il y ait à un moment une prise de conscience très sérieuse et que des choses changent. Le fait que ce ministère de l'Environnement ait envoyé un SMS de félicitations à Chai Jing prouve qu'il a envie de faire quelque chose. Donc on ne sait pas pour le moment si cette déclaration est un effet d'annonce qui pourra être suivi d'effets. Parce que le ministre ait des bonnes intentions, je n'en doute pas. Mais qu'il soit capable de faire appliquer ces décisions, tout le problème est là. Je crois qu'on peut poser la question à M. Wangwelo. Comment ça se passe quand on veut construire un barrage hydroélectrique au Tibet? D'abord, est-ce que ce sont des barrages qui sont des barrages d'État, des barrages de sociétés privées maintenant? Comment on obtient une autorisation vu quand même la dangerosité du terrain avec les tremblements de terre? On en a vu au Népal récemment. OK， 在西藏境内的主要河流上的那些工程，都是由国家企业进行的。在支流的工程上，是由一些小的私人企业投资进行的。那么小的那些企业，小的这些大坝呢，它并不在政府的这个很严厉的这个管理之中。那么大的公司它的这个数据呢，它也是有一些变化。那么收集西藏地区的，就是西藏高原的，特别是西藏自治区内的这些大坝的资料呢，是相当来说是相当困难的，是很困难的。但是呢，就是说，因为我是学这个专业的，我以前也就是参加过三峡大坝的这个规划，所以呢，对一些数据呢，也许比一些读者呢更加敏感。我会去寻找这些所有的每一方面的这个资料，我们慢慢的把它的这个系统给理出来。那么刚才怎么样？Pour ce qui est des constructions sur les fleuves principaux, évidemment, ce sont toujours des entreprises d'État qui s'en occupent. Mais il y a beaucoup de petits affluents. Et là, sur les affluents, on a des petites centrales hydrothermiques. Et là, c'est souvent des entreprises privées. Donc, dans le cas des entreprises privées, et surtout dans des lieux relativement lointains, les contrôles sont presque nuls. Mais de toute façon, travailler sur les hauts plateaux tibétains,
ça présente énormément de difficultés. Moi-même, j'ai travaillé sur le projet du barrage des Trois Gorges et personnellement, j'essayais de voir toutes les conséquences, tous les éléments avant d'apporter une décision. Maintenant, je ne sais pas. 一个大坝是世界上呢，就是说发电最多的一座大坝。那么长江呢，它是一个，就是说三峡呢是世界上最美的一个峡谷，它也是中国航运最繁忙的一个地方。当初建三峡大坝的时候呢，就是有3个目的，第一是防洪，第二是发电，第三呢是航运，就是改善航运条件，这3个目的。那么第4个呢，就是他提及了，但是当时没有实现的呢，就是南水北调，就是从长江三峡大坝的后面的水库调水调到北京，这是当初最初的计划。由于三峡大坝的坝高不足呢，使得这个计划呢，就是暂时呢是搁浅了。那么我们可以说，这3个大坝它是矛盾的，它是矛盾的。我这里先做一个演示。Alors, le projet du barrage des Trois Gorges, d'abord, c'est la plus grande centrale thermique du monde. Ensuite, elle est construite dans une région qui est une des très belles régions de Chine, avec des gorges splendides et des voyages touristiques nombreux. Les 3 buts, ou plutôt les 4 buts de construction de ce barrage, au début, on avait dit, c'est pour éviter les inondations en aval, c'est pour créer de l'électricité, évidemment, c'est pour faciliter la navigation, donc qui serait moins dangereuse. On voit qu'il y a eu un accident la semaine dernière encore, on voit que c'est une région dangereuse. Mais il y avait aussi l'idée qu'à partir du barrage de retenue, on pourrait détourner une partie de cette eau vers le nord. On avait déjà cette idée. Malheureusement, si on peut dire, l'eau n'est pas montée assez haut et donc cette réalisation du projet déjà de transfert de l'eau du sud vers le nord à partir du barrage n'a pas pu se faire et je vais vous montrer pourquoi avec une expérience physique que vous comprendrez tout de suite. Alors regardez bien, il va vous montrer. Donc vous voyez ce verre, on peut dire que c'est le barrage. Donc c'est l'arrière du barrage. Et il faut que je remplisse bien pour créer de l'énergie. Plus j'ai de l'eau, plus je peux faire de l'électricité. Alors, je ne peux pas déjà parer aux inondations parce que vous voyez que mon lac de réserve est déjà plein. Donc s'il y a une inondation qui arrive, ben, de toute façon, le lac va déborder. Mais par contre, si je ne laisse que ça d'eau dans le barrage, alors quand il y aura une inondation, là je peux rassembler un peu d'eau pour éviter des graves inondations. Mais là, vous voyez, comme il n'y a plus beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de pression, donc on ne peut plus faire suffisamment d'électricité. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mettre plus d'eau pour faire de l'électricité? Ou bien... Alors, le problème, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts, étant donné que les usines qui fabriquent, enfin, les unités de travail qui veulent de l'électricité sont plus puissantes que les autres. Et comme maintenant, il n'y a plus que l'argent qui compte, alors on n'a pas arrêté de rajouter de l'eau dans ce barrage. Et là, on pouvait faire autant d'électricité qu'on voulait. Et puis, quand l'inondation arrivait, que faire? Alors, rien, il n'y avait pas de solution. Et donc, la capacité de résoudre les problèmes des inondations était complètement annulée. Et puis, il y a eu beaucoup de conséquences écologiques du barrage des Trois Gorges.
从中国老百姓的每个人耗电的里面，大概收差不多到1分钱，作为一个特别的税，来补救三峡工程所造成的这个生态危害。Et alors, pour compenser les désordres écologiques provoqués par le barrage, à l'heure actuelle, on a créé un impôt supplémentaire d'environ 1 centime sur chaque citoyen chinois pour essayer d'atténuer un petit peu les effets négatifs du barrage des Trois Gorges. 那我给他们三峡工程算了一下，三峡工程每年卖电，它可以得到的收入是250亿人民币。Alors, tous les ans, la Chine peut vendre pour 25 milliards, non, oui, 25 milliards 100 millions de yuan d'électricité. 那么它的这个管理运行的这个费用呢，是将近60%。Mais les frais de transport de toute cette électricité, de gestion, etc., couvrent déjà 60% de cette somme. 那么差不多有100亿人民币是它的发电净收入。Et donc, il ne reste plus en bénéfice que quelque chose comme 10 milliards et un peu plus. 它现在的每年征收的就是特种税，从老百姓的这个电费里面收的特种税也是将近250亿。Et les taxes qui sont extraites du peuple chinois de toutes sortes de façons correspondent à peu près aux revenus. C'est-à-dire ça fait à peu près 25 milliards de renminbi. Ça fait combien à peu près en euros? Ben maintenant, 1 euro c'est 6 yuan, 6 renminbi. Donc on calcule. Autrefois c'était 1 euro c'était 10 yuan. Ça fait 4 Ouais. Ouais. 4 milliards et demi d'euros. Moi, je voulais à André te poser la question. Toi qui es allé au Tibet, 人民币是一个1个欧元相当于现在8元人民币。Donc, je voulais savoir un peu quelles sont les conséquences, je dirais, aujourd'hui par rapport à la population tibétaine, la construction de ces barrages, de toutes ces infrastructures. On parle beaucoup des nomades. Je pense que ça doit être quand même. Oui, alors il y a un vrai effet. Alors là, tout est interrelié, c'est-à-dire à la fois la volonté de soumission de la culture tibétaine, je dirais même pas à l'ordre chinois, mais à l'ordre moderne et productiviste, fait que un des premiers éléments, on lutte contre le nomadisme, on transforme ce qu'on appelle les prairies alpines de plus en plus en terres agricoles, parce qu'il y a des besoins de terres agricoles. Ce que racontait monsieur tout à l'heure, c'est que la surexploitation pendant plusieurs décennies, on peut même dire maintenant pendant 1 millénaire et demi, des terres dans la région est de la Chine, font que, outre les problèmes d'eau, on a aujourd'hui des sols qui sont complètement usés et dégradés, et qu'on a, à l'inverse, au Tibet, et en dépit des conditions climatiques, des terres extrêmement riches, mais que ces prairies alpines jouent un rôle très important, comme les forêts, dans la captation du carbone. Et donc, on a des conséquences, et surtout, il y avait une gestion, il y a une tradition nomade qui relève de ce qu'on appelle, alors, moi j'ai ces débats aussi concernant l'Arctique, c'est-à-dire au-delà de ce que font les scientifiques tels qu'on les appelle aujourd'hui, on a développé le concept de traditional autochthonous knowledge, la connaissance traditionnelle, les connaissances autochtones, c'est-à-dire que des pratiques ancestrales de population connaissant très bien les variations météorologiques, climatiques, de relief de la région sont parfois extrêmement riches sur les solutions à trouver. C'est-à-dire qu'on met parfois 30 ou 40 ans à comprendre pourquoi tel modèle naturel de développement, notamment celui de l'élevage ou de la cueillette nomade, répond
de manière scientifique à des situations et à des déséquilibres. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, les conséquences, elles sont multiples, parce qu'entre le changement climatique, le fait de drainer les eaux, le fait qu'on a un assèchement aussi de lacs naturels, je ne parle pas des lacs artificiels, et en même temps, on a création, avec la fonte de glaciers, de nouveaux lacs, mais qui sont les lacs pré-moréniques. Hein. Vous savez, la moraine, c'est la terre qui est poussée devant le glacier, qui fait une petite barrière. Il se crée des retenues d'eau, mais qui n'ont pas toujours une utilité importante, couplées au travail de plus en plus intensif au Tibet d'extraction minière. Parce que ce qui a été dit, c'est que l'eau, c'est ce que disait le général, l'eau est absolument essentielle. Elle est essentielle pour l'agriculture, pour la survie des êtres, mais elle est aussi surconsommée dans les industries extractives, minières. Alors quand on va notamment pour tout ce qui est uranium ou terres rares, parce qu'on s'intéresse de plus en plus aux terres rares qui sont contenues sur le plateau tibétain, là on sait qu'on va vers une surconsommation d'eau, et des eaux qui connaîtront des effets de pollution extrêmement durables, comme on en a en Mongolie intérieure, où on a un lac de 2-3 km² qui est radioactif, qui est un véritable bouillon de culture chimique, et où il n'y a pratiquement plus aucun organisme vivant, plante ou fleur, qui se développe ou qui se reproduit normalement. Alors, cette prise en compte des traditions se fait, c'est vrai, de plus en plus, que ce soit en Amérique latine, en Outre-mer français, etc. Mais on n'a pas le sentiment que ça se passe vraiment au Tibet ou en Chine, parce qu'en Chine aussi, il y a des savoirs traditionnels qui pourraient rentrer dans ces considérations. Qu'en est-il réellement? Est-ce que ça commence vraiment à être pris en compte? Je ne suis pas suffisamment connaisseur de ce qui se passe en Chine dans le détail, mais je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a une prise de conscience écologique, environnementale et climatique de la Chine ces dernières années. Elle se focalise aussi. Pourquoi? Parce que, en gros, on considère aujourd'hui, selon des chiffres diplomatiques plus ou moins officiels, qu'il y a environ 100 000 conflits sociaux significatifs par an, et qu'à peu près la moitié de ces conflits résultent de questions environnementales et de pollution. Et une grande partie aussi des problèmes de corruption, sachant que les deux ensembles ne sont pas étanches, et que souvent les conflits, les soulèvements locaux sont liés à la fois à des problèmes environnementaux, de pollution et de corruption. Et que la façon dont la Chine conçoit aujourd'hui l'écologie, et elle prend un certain nombre de mesures, est une logique réparatrice. C'est quand la catastrophe a été produite qu'elle peut susciter des contre-effets sur l'économie. Je pense notamment le problème de la pollution de l'air extrêmement grave à Shanghai ou à Pékin. Aujourd'hui, on se rend compte que les grands cadres internationaux, ou même les familles les plus aisées chinoises, ne veulent plus vivre là. Donc on s'est dit, il faut résoudre le problème. Mais pour autant, les besoins productifs sont tels qu'on se dit, nous avons la réserve qui s'appelle le plateau tibétain, il n'y a pas trop de monde, c'est pas très grave, donc la vision n'est pas anticipatrice, c'est toujours une écologie de réparation avant la catastrophe, et toujours une culture productiviste, parce qu'il faut maintenir un taux de croissance compris entre 7,5 et 9% pour tenir socialement la situation politique dans le pays. C'est les classes moyennes qui font beaucoup bouger les choses en Chine quand même. Oui, les classes moyennes et puis les populations locales. Les vrais problèmes, les seules oppositions qui existent, je dirais de manière significative, c'est ponctuellement sur des zones en réaction à des situations totalement extrêmes où, vous savez, quand vous avez le droit de faire dans la plupart des régions un seul enfant, et que votre enfant dès la naissance est régulièrement malade, je peux dire que toute l'idéologie du monde rend bien difficile la contention de ce sentiment d'injustice et de révolte. Moi, j'aurais une question au général Lamballe. Est-ce que tout à l'heure vous disiez que la Chine n'a pas signé donc cet accord, et donc elle a un refus total de discuter, de collaborer avec les pays voisins, mais est-ce qu'il y a quand même un espoir, parce que là c'est un peu désespérant ce que vous avez dit au début. Est-ce que quand même les Chinois font des avancées, je dirais avec l'Inde par exemple sur ce fameux barrage qui pourrait être construit, ou avec les pays d'Asie du Sud-Est qui, je pense qu'il y a des conséquences déjà sur comment dire, la hauteur des eaux du Mékong à certaines périodes de l'année. Je suppose qu'il y a quand même des discussions, il doit quand même y avoir des... Il y a peu de discussions en ce qui concerne le partage. La Chine, par exemple, ne fait pas partie
de la commission sur le Mékong. Elle est observatrice. Elle écoute, mais ne se sent pas engagée par les décisions qui peuvent être prises par la commission. La Chine construit sans concertation aucune avec les pays en aval des barrages sur le Mékong au Yunnan. Le Mékong vient du Tibet mais traverse le Yunnan avant de passer au Laos, au Cambodge et finalement au Vietnam. Avec l'Inde, il y a des discussions simplement, comme je l'ai dit, en ce qui concerne les risques d'inondation en aval. Les Chinois préviennent les Indiens, mais seulement pendant la période de mousson, seulement pendant les périodes de crise, pas régulièrement. Et il n'y a pas du tout d'accord en ce qui concerne le partage de l'eau. Il y a des échanges également en matière d'information hydraulique au sujet de la Sutlej, qui est un affluent majeur de l'Indus. Mais la Chine n'a passé aucun accord de partage, comme je le disais avec ses voisins, contrairement à l'Inde, qui en a passé avec le Pakistan, qui en a passé également avec le Bangladesh. Je ne veux pas dire que ces accords soient parfaits, ils posent des problèmes, mais ils existent. La Chine n'en tient pas compte. Alors il y a des discussions évidemment en Inde au sujet de la construction possible de ce barrage sur la boucle du Brahmaputra. Certains experts indiens disent que ça sera catastrophique pour nous parce que nous aurons moins d'eau en aval. D'autres disent au contraire c'est pas grave parce que des affluents majeurs du Brahmaputra ne coulent qu'en Inde, notamment en Arunachal Pradesh. Et là, j'en viens justement à cette revendication chinoise territoriale sur l'Arunachal Pradesh, cette province. Il y a plusieurs explications à cette revendication. Des revendications historiques, peut-être. Les Chinois disent c'est le Chinois du Sud, c'est le Zhangnan, mais aussi ils veulent récupérer le monastère de Tawang, qui est un symbole du bouddhisme. Et puis il y a cet aspect hydraulique. Il y a des affluents majeurs du Brahmaputra, dans une région actuellement administrée par l'Inde, des affluents qui peuvent être aménagés très très facilement. Donc vous voyez, il y a un enjeu hydraulique également là. Et alors l'invitation de Aung San Suu Kyi à Pékin récemment, il y a quelques jours, où elle y est encore, d'ailleurs je suis pas sûr qu'elle soit, il me semble qu'elle y est encore. Est-ce que sur la construction du barrage sur l'Irrawaddy justement, est-ce que c'est pas un piège alors qu'on lui tend? Alors, je suis allé sur le site de Mitson, qui se trouve au nord de Myitkyina, quarantaine de kilomètres. Myitkyina, c'est au nord de Mandalay. Irrawaddy est un fleuve uniquement birman. Il ne naît pas en territoire chinois. On l'appelle l'Irrawaddy après la jonction de deux rivières. C'est à cet endroit-là que les Chinois voulaient construire un barrage hydroélectrique dont l'essentiel de la production en fait aurait été au Yunnan. Mais le régime nouveau birman a donné son opposition à la construction de ce barrage. Il ne se fait pas. Donc c'est pas tout à fait fini. Il ne continue pas parce qu'il a déjà commencé. Non, à mon avis, j'ai vu des images, il y a des photos. Je ne crois pas que ça ait commencé, mais les Chinois n'ont pas abandonné l'idée. Par contre, les Chinois ont construit d'autres barrages sur des affluents d'Irrawaddy auparavant. Alors, Marie... d'accord. 那么就是说，在亚洲的河流呢，和在欧洲的河流有点不同呢，就是亚洲的国家呢，它基本上没有签订国际的共同利用河流的这个协议，中国没有签订世界航道这个共同利用的这个协议，印度呢也没有签订这个合议。亚洲的唯一的参加签订的可能只有是越南一个国家。那么，所以呢，这个和条约呢，是联合国的这个条约呢，是基本上是不生效。Il y a une différence entre les fleuves en Asie et les fleuves en Europe, parce que en Europe, on a passé des accords pour partager un peu l'usage de l'eau des fleuves. Mais en Chine et en Inde, non. Il n'y a qu'au Vietnam qu'on a essayé d'appliquer quelques règles, mais pour le moment, il n'y a aucun moyen de contrôler, disons, le partage des fleuves et des eaux dans la région asiatique. 如果追溯亚洲的一些战争呢，它都是争水的战争，比如印度和巴基斯坦之间的战争，以色列和阿拉伯国家之间的战争，它背后都有争夺水资源的这个要素在。Et on voit bien que s'il y a des risques de guerre autour de l'eau, je pense par exemple entre l'Inde et le Pakistan ou entre Israël et les pays arabes, on voit bien que l'accès aux ressources est un élément fondamental justement dans le déclenchement de ces guerres. 那么中国和印度之间呢，在前2年呢签了一个
那个就是书面的一个协议，一个协议呢，就是说中国方面呢将提供雅鲁藏布江上的中国最后一站的水文资料。那个水文站的这个河流上的水文站的这个资料，它会向印度方面提供。Donc, mais il y a quand même eu un accord entre la Chine et l'Inde, une espèce de convention écrite sur le Brahmapoutre, c'est-à-dire elle s'est engagée à qu'il y ait toujours un courant suffisamment fort qui s'écoule dans le bon sens. Oui, le général veut réagir tout de suite. Je ne crois pas qu'il y ait d'accord. Les Chinois disent simplement, puisqu'ils construisent des barrages hydroélectriques, il n'y a pas ponction d'eau. L'eau est restituée. Ce qui est exact. Mais en réalité, les barrages hydroélectriques posent beaucoup de problèmes. Vous avez d'ailleurs abordé tout à l'heure un problème très important, conflit d'intérêts entre la fabrication d'électricité et la lutte contre les inondations. Mais il y a un autre problème, cette fois international, puisque le Brahmapoutre coule en Inde après avoir coulé en Chine, c'est que la construction de barrages hydroélectriques seulement, et non pas d'irrigation pour le moment en tout cas, pose quand même des problèmes à l'Inde. Parce que lorsque vous construisez un barrage hydroélectrique, vous pouvez contrôler le débit. Lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois, ça peut durer des mois, voire des années. C'est ce qui se passe actuellement au barrage de la Renaissance en Éthiopie, avec le Nil bleu. Donc ça pose un problème de comment dirais-je, de débit. Et lorsque vous fabriquez de l'électricité, vous la fabriquez quand vous voulez. C'est-à-dire que le pays en aval n'a pas son mot à dire. Donc l'eau est restituée, c'est vrai, mais l'eau est restituée seulement lorsque le pays en amont le décide. Et lorsque vous construisez non seulement un barrage, mais 4, 5, 6 barrages, bien évidemment, vous contrôlez le débit du fleuve. D'où l'importance pour l'Inde d'avoir des discussions avec la Chine, mais qui le refusent, pour nous, il faut bien le dire. Donc on voit qu'il y a un problème de conflit potentiel énorme quand même dans la région. Mais l'eau, c'est évidemment un phénomène essentiel. Ça sera de plus en plus une denrée stratégique, beaucoup plus importante que le pétrole. On peut vivre sans pétrole. En cas de guerre on ne peut pas vivre sans eau. En cas de guerre avec l'Inde, la Chine peut couper l'eau. D'une certaine manière, réduire, pas facile, mais disons réguler le débit. Je comprends ce que vous voulez. Alors, pour rebondir là-dessus. 那个中国那个外交部发言人是这么回答外国记者的这个问题，说我们是利用了金流发电，不会影响下游的水流。他在雅鲁藏布江上是这么回答记者的，在湄公河的问题上，他也是这么回答记者的。他说我们的这个大坝不会影响下游的这个水流的。Mais vous savez, on a des porte-paroles en Chine. Donc le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a répondu lors de conférences de presse que tout ce que la Chine ferait n'aurait jamais aucun impact sur le cours de l'eau en aval, que ce soit au Mekong ou au Brahmapoutre. Alors, excusez-moi. À ce sujet, je voudrais dire quand même que l'eau ponctionne, que la Chine ponctionne déjà de l'eau sur 2 fleuves d'Asie centrale, l'Irtish et l'Ili. Il y a des canaux de dérivation qui font amener l'eau jusqu'à Urumqi. Et ça, il n'y a eu aucune discussion avec le Kazakhstan. Donc quand la Chine dit qu'elle ne ponctionne pas d'eau, c'est assez discutable. 那我想用我知道的一个实例，是中国的一个实例来反驳，我来同意你的意见，来反驳中国外交部发言人的他的解释。Je suis d'accord avec vous et je vais utiliser d'autres arguments pour contredire le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. 大家都说北京缺水，我想选北京做中国首都的那个皇帝，他并不像现在的中国政治家那么傻。Tout le monde dit que Pékin manque d'eau, mais les gens qui ont choisi l'emplacement de Pékin n'étaient pas si bêtes que ça. 那么北京也是中国一个风水宝地，它的水资源是很丰富的。En fait, il y a beaucoup d'eau autour de Pékin, naturellement.
1949年以后，中国建造的第一座水库是在北京旁边的永定河上建造的官亭水库。Depuis 1949, il y a déjà eu un barrage qui a été construit non loin des tombeaux des empereurs Ming. 那么它有一个问题，就是说中国的情况和苏联不一样。中国的这个蒸发的量比降雨量要大，所以你形成大面积的水面的话，它的水量是会有损失的。Évidemment, les problèmes en Chine, en URSS, c'est pas la même chose. En URSS, ils ont fait des erreurs. En Chine, il y a des problèmes d'évaporation qui avaient peut-être pas été pris en compte. 那你建一个水库还问题不大，你减少3%、5%的水量。但是在官亭水库之后，中国在永定河上建了500多座水库。Alors, quand on construit un barrage, c'est pas très grave, mais après la construction de ce barrage, de ce lac de retenue, les Chinois ont construit encore 500 autres lacs de retenue autour de la capitale. 永定河现在没有水。Et du coup, le barrage d'origine maintenant est à sec. 如果中国人说他不会和印度、不会和泰国、不会和老和越南争水的话，那么中国人他自己在自己的国内的河流里，他 Quand 也 les 抢水。 Chinois disent qu'ils vont pas priver le Laos, le Vietnam, l'Inde de l'eau, eh bien, on a la preuve que c'est pas vrai, puisqu'ils peuvent même se priver eux-mêmes d'eau sur leur propre lac de retenue. 他最后可以发展到用炸药把别人的水利工程给炸掉，这个省把那个省的水利工程给炸掉。 Et même entre provinces, ils peuvent se livrer déjà à des batailles de l'eau à coups de dynamite. Hein. Ils peuvent faire sauter des retenues d'eau pour ramener l'eau chez eux plutôt que de la laisser passer dans la province d'à côté. La solidarité nationale, non Alors, En parlant de solidarité. je vais poser une question à Marie, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, j'essaie de lui poser une 因 question. 为就像你们说的，没有水它活不下去。 Donc je suis d'accord avec le général, sans eau, on ne peut pas vivre. Marie, donc le 7e forum mondial de l'eau vient de se tenir en Corée du Sud. Une ONG disait, parce qu'on vous entend beaucoup traduire, mais on vous entend pas parler beaucoup, parler de la complexité pour Pékin de résoudre l'équation gestion des ressources en eau, production agricole, parce qu'il faut bien voir que l'eau, c'est pas que l'hydroélectricité et que boire, c'est aussi toute la production agricole, et préserver le climat. Je vous laisse réagir parce que ça c'est un gros problème qui paraît insoluble. C'est effectivement la quadrature du cercle et c'est ça le problème, disons, de l'eau polluée en Chine et des nappes phréatiques qui s'épuisent de plus en plus ou des nappes phréatiques qui sont de plus en plus polluées. C'est que dans un certain nombre de cas, on considère qu'elles sont devenues même impropres à l'agriculture. Et on le voit dans certaines provinces comme le Hunan où le riz est contaminé au cadmium. Et dans d'autres provinces où les légumes maintenant sont dispersés à travers la Chine pour ne pas qu'ils soient vendus exclusivement aux gens locaux qui du coup risqueraient de tomber gravement malades justement à cause de cette exposition aux métaux lourds. Donc la crise environnementale de la Chine, personnellement, vue de loin, me paraît épouvantable. Et je crains que ce soit un événement de type crise environnementale qui puisse provoquer à moyen terme l'explosion du système. Pour moi, c'est une profonde angoisse et je crois que cette angoisse est partagée par tous les Chinois et y compris par ceux qui jusqu'à présent ne voyaient pas très bien le lien entre le gaspillage, la mauvaise gestion et les maladies qui se produisaient. On voit beaucoup de cas de puits où les eaux maintenant dans les villages deviennent totalement inutilisables parce qu'elles sont brunes et qu'elles sentent mauvais. Et on se rend compte que juste à côté, à 500 mètres, il y a un garage qui ne fait pas attention que sa citerne est devenue poreuse. Donc comme la citerne est devenue poreuse et qu'elle n'est pas remplacée parce que ce sont des petites stations essence privées et que ça coûterait cher de remplacer la citerne, eh bien on remplit la citerne, on en perd, je ne sais pas moi, 15%, 20% et on continue à vendre l'essence et à laisser l'essence polluer les nappes phréatiques. Donc ce genre de phénomène, on le voit maintenant, se multiplie partout en Chine. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voyait pas avant? C'est évidemment parce que les 30 dernières années ont vu une croissance économique et une transformation du pays tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de réagir. Nous, notre transformation s'étant produite sur 100 ans,
les erreurs, je pense au barrage de Fréjus par exemple, que nous avons commises, on a eu le temps de les réparer pour, j'espère, éviter d'autres catastrophes du même genre. En Chine, on n'a pas le temps. Comme Monsieur Wang Weilong vient de le dire, on a construit un barrage, après on a construit 500 lacs de retenue. On est toujours dans des chiffres qui sont inimaginables. Alors moi j'ai une question pour Marie et les autres pour répondre aussi, mais surtout Marie et André. André, qu'est-ce qu'on attend de cette COP21 en France? Et je dirais à Marie, qu'est-ce que la Chine est prête à faire? Parce que c'est quand même intéressant de savoir, est-ce qu'il y a un accord possible? Alors, l'idée de l'accord, hein, c'est un accord qui concerne les Nations Unies, l'ONU. Donc, logiquement, un accord général, c'est 190 pays. Oui, 196, enfin, moi je peut-être 196. En tous les cas, c'est beaucoup. Et la vraie difficulté, c'est que le seul accord qu'on aura global et uniforme, a priori, c'est une déclaration reconnaissant qu'il faut tout mettre en œuvre pour éviter une hausse de 2 degrés moyen de la température sur la planète. Ensuite, sur les moyens mis en œuvre, chacun des pays donne sa feuille de route, c'est-à-dire ses objectifs, son point de départ, ses objectifs. Alors, en termes de réduction de gaz à effet de serre, c'est pas simplement d'ailleurs les émissions de carbone, de CO2, mais c'est aussi les émissions de méthane. Et ça c'est important parce qu'on n'en a pas parlé, mais les zones gelées, en particulier celles où il y a du pergisol, donc qui est cette terre, ou permafrost, mais ça c'est le terme anglais, qui est la terre gelée, contient énormément en son sein, retient du gaz carbonique et surtout du méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement virulent, beaucoup plus impactant en termes d'effet de serre que le gaz carbonique. Donc là, chaque pays donne son objectif. Alors il y a très récemment, la Russie a donné les siens. Tout dépend de la date de comparaison et l'évolution. La Russie a pris comme date de départ 1990 et elle se projette en 2035. Donc les chiffres qu'elle propose, je crois c'est une réduction de 15 ou 20%, ce qui peut paraître important et significatif, de 90 à cette projection dans une vingtaine d'années. La réalité, c'est que si on compare avec la réalité des émissions de gaz à effet de serre de la Russie en 2005, c'est plutôt une croissance qu'il prévoit. Donc pourquoi? Parce que l'Empire soviétique, qui était sur une base industrie lourde, s'est effondré en 89-91 pendant cette période. Donc ces industries ont connu une très forte décrue, il y a eu même une décroissance, il y a eu beaucoup de problèmes économiques. Donc chute des émissions de gaz à effet de serre et reprise progressive, notamment avec la stratégie de la Russie et de M. Poutine d'utiliser les ressources extractives et notamment gazières et pétrolières très très fortement. Donc la Chine a commencé, n'a pas encore pris des engagements formels. Elle a discuté avec les États-Unis. Les États-Unis se sont donné une feuille de route qui reste encore modeste, mais partant de rien, on n'arrive quand même pas nulle part, puisqu'ils ne sont pas dans les accords traditionnels de Kyoto. Donc c'est un premier pas de la part des États-Unis. Ils ont négocié avec les Chinois, c'est-à-dire qu'ils voulaient avancer si les Chinois s'engageaient auprès d'eux. Maintenant, on attend l'état précis de la feuille de route et des objectifs particuliers de la Chine, sachant que tout ça doit aussi s'accompagner d'une chose, c'est quel instrument de contrôle et de vérification, ça devrait être mis en place. À l'issue de l'accord, logiquement, même si tous les pays ne signent pas, ceux qui auront signé et pris un engagement devront accepter qu'il y ait des éléments de contrôle. Enfin, je termine, dernier élément. L'autre élément important, c'est la question du fonds vert, c'est-à-dire la participation financière au financement, notamment, alors je ne vais pas dire pour les pays émergents, mais vraiment pour les pays qui n'ont pas encore eu un développement. On pense à beaucoup de pays d'Afrique, mais aussi certains pays d'Asie et d'Amérique latine, de pouvoir faire leur développement dans un cadre qui les aide en matière d'énergie renouvelable ou alors d'actions même réparatrices. On pense aux micro-États du Pacifique, permettre, à défaut de pouvoir faire baisser le niveau des océans, peut-être établir des digues, essayer de trouver des systèmes de pompage. On en est là, c'est tout un ensemble. En fait, il y a 4 catégories et un 4e objet, mais ça va être un peu compliqué de l'expliquer ici, qui s'intègrent. Donc on n'arrivera pas
un accord global, sinon sur les intentions. Aujourd'hui, on donnait une feuille de route sur les objectifs de réduction, un peu plus de 40 pays, sur les 190 ou 196, dont 28 pays de l'Union européenne. Alors on commence à avoir des gros pays qui avancent, puisque le Canada a donné une feuille de route, mais elle ressemble beaucoup à la feuille de route russe. Donc là encore, c'est mieux d'avoir des chiffres que pas de chiffres du tout, mais il va falloir pousser les ambitions. Et côté Chine, pour le moment, on est quand même dans l'engagement international. Je pense qu'elle en prendra un, qu'elle profitera, qui sera modeste, mais qu'elle profitera quasiment au moment de la tenue de Paris ou quelques jours avant, d'annoncer pour paraître comme un des grands moteurs de cette nouvelle COP21. Alors quand même, cet accord est surtout diplomatique, si je peux me permettre, parce que contraignant, exigeant, contraignant, il n'y a aucune contrainte annoncée. C'est chaque pays qui va déterminer ses objectifs et comment il les... oui, mais par exemple, au niveau de l'Union européenne, il y a des contrôles qui sont effectués, oui. Et surtout les pays s'engagent à ce qu'il y ait un contrôle. Après, c'est le niveau des objectifs qui se donnent. Et il y a des rachats, l'avenir entier de toute la planète. Oui. Et ça serait bien que les choses bougent plus. Le plus gros pollueur, il est chinois quand même. Hein. Maintenant, il faut tenir compte. Hein. Oui, ça je crois qu'il faut le rappeler. En gaz carbonique émis cumulé depuis 1990, la Chine aura accumulé le plus en 2016. Donc on ne peut plus dire maintenant que ce sont les pays développés qui sont responsables, etc. Là, il y a un fait. Aujourd'hui, en émissions de gaz carbonique, la Chine émet plus que tous les autres pays réunis, à peu près. Hein. Donc, excuse-moi Marie, mais les Chinois font un autre calcul qui n'est pas faux, c'est les émissions dans le temps cumulées depuis la révolution industrielle, mais au premier plan encore les États-Unis et l'Europe. Non, parce que il y a quand même, et ça c'est un discours qui est très difficile à contrecarrer, c'est qu'il y aurait une sorte de d'esprit néocolonialisme européen qui dit, mais non, vous avez fait votre croissance, vous dites aux autres qu'il ne faut pas le faire, et alors c'est important, hein, je suis d'accord, mais eux utilisent l'autre rhétorique qui est de dire, regardons depuis le 19e siècle, et vous avez plus produit que nous de gaz à effet de serre. Oui, ils peuvent le dire, ils n'ont pas tort, historiquement ils n'ont pas tort. Mais c'est le problème, oui et non, c'est qu'au point où on en est aujourd'hui, il y a une telle urgence qu'on ne peut plus parler des responsabilités, où on est tous dedans pour faire quelque chose, ou on ne fait rien et on est tous morts, quoi. Donc là, je crois que ce genre de discussion entre la Chine et le reste du monde n'est pas au programme. Je veux dire, même du côté des Chinois, je ne pense pas qu'ils vont utiliser ce genre d'argument. En revanche, là où je m'inquiète plus, c'est qu'ils ont des attitudes, disons, technocrates. Et justement, le marché du carbone est un élément qu'ils utilisent beaucoup. Et à l'intérieur de la Chine, maintenant, une entreprise polluante va payer. Hein. Il y a un marché qui fonctionne à l'intérieur de la Chine. Et c'est comme ça aussi qu'on peut mieux comprendre l'essor extraordinaire des énergies vertes. Comment ça se fait qu'ils ont produit tant d'éoliennes et tant de plaques solaires, etc. Et il fait tant de recherches. C'est grâce aussi aux compensations qui sont payées de l'Occident, mais aussi aux compensations à l'intérieur de la Chine. Alors, le problème, il est là, c'est la course, quoi. Est-ce que ces inventions et ces progrès, et les Chinois ont fait des progrès, vont aller plus vite que les pollueurs? Parce que les pollueurs se sentent en quelque sorte dédommagés puisqu'ils financent les énergies vertes, donc ils se disent, bon, c'est pas si grave. Mais ce que remarquent les ingénieurs chinois, et je suis sûr que M. Wang Weilo fait partie d'eux, c'est qu'il y a beaucoup d'absurdités dans le système chinois, notamment dans le transport de l'énergie. Donc, si par exemple, ils étaient les grands inventeurs de quelque chose qui pourrait pratiquement sauver le monde, c'est-à-dire des batteries qui puissent ramasser toute l'énergie des éoliennes, etc., et qui puissent prendre de l'avance là-dessus, à ce moment-là, non seulement ils résoudraient le problème de la Chine, mais ils résoudraient le problème de la planète. Donc là, les paris sont ouverts. Il faut espérer qu'ils aillent dans le bon sens et très vite. Parce qu'ils ont vendu quand même beaucoup de panneaux photovoltaïques à l'Europe, notamment d'éoliennes, je crois, etc. Donc ils sont quand même à la pointe. Ils pourraient, si vous voulez, non ? Moi, je répondrai. Moi, je vais répondre, mais parce que si on regarde comment on peut dire, les gains qu'on a par rapport à la pollution de l'environnement, par rapport à la fabrication des panneaux voltaïques et leur utilisation, et l'utilisation des terres rares qu'il faut pour
créer les panneaux photovoltaïques. La destruction de l'environnement en Mongolie et dans certaines parties de la Chine est terrible. Et donc, est-ce qu'on a un gain là? C'est la question. L'énergie verte ne sont pas si vertes que ça. Pas si verte que ça. C'est un peu le bilan actuel, mais donc ce qui pose un problème par rapport à la COP21, parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que je crois qu'il y a des personnes qui se sont manifestées pour poser des questions. Profitez-en, vous avez des experts formidables, On va vous demander votre... très pointus. Approchez-vous si vous avez des questions à poser. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Qui a une question? Sur l'énergie solaire, oui, parce que je crois que vous êtes sous le soleil totalement. Vous êtes d'accord, ça se réchauffe, hein? On aurait dû vous mettre des panneaux photovoltaïques. Tout à l'heure, il y a des personnes qui se sont manifestées en disant que vous avez des questions à poser. Alors venez, rapprochez-vous. Bonjour, désolé. I don't know the French, but I know the English and Chinese. So I have one question for the Mr. Chinese, but I'm sorry, I don't know your name. So I don't know, should I speak in English or Chinese? 随便。好，你刚才说了一个问题，建了那个三峡坝之后呢，有环境上的污染或者是影响，那个影响是什么样的一个影响？ Il pose la question, vous avez dit tout à l'heure que les conséquences environnementales de la construction du barrage des Trois Gorges étaient très grandes. Qu'est-ce que vous entendez par ces pollutions provoquées par le barrage? 那么河流从上游流到下游，它第一个的它自己的功能，它是自净的一个功能。自我自净的功能的名词。 它这个河流流的时候，它的水会越来越干净的，它的污染会自己去掉的。Il y a un phénomène dans le flux de l'eau. Dans un fleuve, si l'eau coule assez vite, il se provoque des petits tourbillons et du coup la pollution qui est transportée par l'eau est déjà en partie nettoyée simplement par le flux de l'eau. 那么它第二个功能就是说，它会把高山上的这个泥沙，它会侵蚀高山上的泥沙，把它带到大海里去，形成陆地。Autre phénomène, le sable qui est arraché au plateau, s'il n'y a pas de barrage, eh bien ce sable va être progressivement apporté jusqu'à la mer. 第三个就是说，它的这个生物的这个种类，它能生长在川流的这个河流里面的话，它绝对不会生长在我们旁边的这个静静的这个湖里的。 Enfin, il y a des espèces naturelles, des poissons et autres, qui peuvent fonctionner dans des rivières vives, mais qui s'étouffent et qui meurent dans des eaux stagnantes. 就像生活在高原上的西藏人，他被迁移到其他的地方去，他是不幸福的。 C'est comme un Tibétain d'ailleurs. Quand il vit dans les hauts plateaux, il est en pleine forme, mais quand il arrive en plaine, il est épuisé. 要是这样的话，那你说C'est la dernière question, s'il vous plaît, parce que on doit rendre. Allez-y, mais faites vite. Last question, because we are in a hurry for the next debate. On a pu lire et entendre que les tremblements de terre qu'il y avait eu dans le Sichuan... Près le micro, monsieur. On a pu lire et entendre d'un point de vue géologique que les tremblements de terre qui avaient eu lieu dans le Sichuan, dans le Sichuan l'année des Jeux Olympiques en 2008 était la conséquence d'un déséquilibre provoqué par le poids de l'eau quand on a rempli le barrage des Trois Gorges. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? 我们这里涉及到一个概念，叫做就是水库诱发地震，就是 induced earthquake， 那么是水库诱发的地震。那么现在是有两派，就有人说这个汶川的这个大地震是紫坪库水库诱发的，有人说不是。 Alors, certains disent que la construction du barrage de Tsipingpu
a provoqué effectivement ce tremblement de terre, d'autres disent que ça n'a pas de rapport. 那么我们现在对于水库诱发地震的这个知识的认识，还停留在70年代，20世纪的70年代。那时候，世界就是联合国呢组织过研究。自从那个以后，就是工业国家它不建大坝了，工业国家它不建大坝，在法国它不建大坝，在美国它也不建大坝了。所以呢，就是联合国呢和国际银行呢就把这个研究呢停止了。En fait, dans les années 1970, l'ONU a tiré des conclusions de la construction des grands barrages dans le monde et ont décidé que ces grands barrages étaient dangereux. Et c'est pour ça que depuis cette époque, on n'a plus jamais construit des barrages de cette dimension en France, aux États-Unis et ailleurs. 所以我们对它的认识， Il faut conclure. 我们对它的认识呢，只是停留在几种现象的总结上。Et donc, de toute façon, on ne peut que rassembler toutes les observations qu'on avait faites dans les années 70. On n'a pas beaucoup progressé depuis. 比如说，距离地震中心距离水库的位置，或者是地震的这个强度和这个水库诱发地震之间的关系。那么从很多的这个迹象来看呢，它是水库诱发地震，但是从水库的地震的震机来看呢，它又不是在这个所谓的这个范围里面所包括的。Donc on peut dire qu'il y a des liens entre la distance entre là où le barrage a été construit et l'épicentre du séisme, et en même temps on peut dire que l'épicentre est très lié à d'autres phénomènes, donc on ne peut pas arriver à une conclusion définitive pour le moment. Merci beaucoup, merci, merci. Merci, applaudissez-les s'il vous plaît. Ce sont des experts formidables et merci à Marie pour la traduction. Merci infiniment. Oui, on vous remercie tous.